Les passeports en ce temps-là, ce n'est pas les passeports d'aujourd'hui. Il fallait juste décoller la première partie de la photo. Et ma photo, je le recollais sur le passeport. Alors quand il y avait un timbre, je fabriquais le timbre et je mettais le timbre. Quand c'était en relief, il fallait juste passer de la soie dessus et le relief sort. Mais concrètement, vous en avez fait combien des falsifications de passeports? Alors ça, peut-être 100, 150 au moins. J'utilisais beaucoup de passeports. Des dizaines de passeports que Charles Sobhraj falsifie pour voyager sous fausse identité quand il quitte la Thaïlande. Une mesure de précaution pour éviter d'être arrêté par la police. Mais d'où viennent tous ces passeports qui se retrouvent dans les mains de Charles Sobhraj? À Kanitaus, Nadine, sa voisine, commence à s'inquiéter. Car il y a des signes qui l'intriguent. Non, il y avait des gens qui arrivaient comme ça, qui venaient et qui repartaient le lendemain ou qu'on ne voyait pas repartir. Des backpackers, la plupart. Il se passait des choses bizarres, oui, que tous les gens qui passaient par cet appartement tombaient malades. Je lui ai dit d'ailleurs, un jour, tu leur jettes un sort ou quoi? Tous ces gens qui passent, ils tombent malades. Il m'a dit, oui, mais tu sais, ils mangent n'importe quoi dans la rue, ils font pas attention, donc ils tombent malades. Il avait toujours réponse à tout. Hein. Dominique Renolo, lui, est toujours hébergé, ou plutôt retenu par Charles Sobhraj. Il se pose aussi des questions, car dans cet appartement de Kanitaus, Dominique croise plusieurs personnes qu'il ne reverra jamais. La première, c'est Teresa Knowlton, c'est une américaine, très vivante, enfin marrante, gentille et tout. Teresa qui s'en va donc après le lendemain, normalement, à Katmandou. Passer la soirée avec elle, on est une petite dizaine là, dans l'appartement. Alors c'est vrai qu'en plus, elle était toujours à côté de moi, elle dit j'ai jamais fait l'amour avec un Français, nanana, voilà, bref. Très gentille, mais en fait, bon, alors elle s'est un petit peu énervée, elle a peut-être un petit peu bu ce soir-là, mais en plus, mais bon, je pense qu'elle a eu droit aussi à sa dose, là. Et donc, à un moment donné, en fin de soirée, Sobhraj dit à Teresa, on va continuer la soirée, on va aller faire la fête dans un bar, là, je sais pas quoi. Alors moi, je dis, mais je vais aller avec vous. Il me dit, non, tu dois te rester là. Je vais avec Adjé et puis Teresa. Adjet Chaudhuri, c'est l'homme de confiance de Charles Sobhraj. Un Indien qu'il a recruté pour lui ramener des clients et qui devient son assistant. Le lendemain matin, quand ils reviennent, je leur demande, je dis, avec Teresa, hier soir, ça s'est bien passé, vous êtes allés où? Oh, on était à la Pattaya. Pattaya, c'est pas très loin de Bangkok, mais enfin, il y a un petit peu de route quand même. On était à la Pattaya, et puis elle a voulu rester là-bas, donc elle est restée là-bas. Bon, je trouve ça un peu bizarre, mais enfin bon, ok. Autre disparition inquiétante, un couple de jeunes routards, des Hollandais, Cornelia Emker et Henricus Bintanja. Charles Sobhraj les a invités à passer quelques jours chez lui à Kanitaus. Nadine se souvient de les avoir croisés et de s'être inquiétée pour eux. Les deux Hollandais n'étaient pas malades quand je les ai vus, je pense qu'ils venaient d'arriver. Mais le lendemain, je suis montée et j'étais discuter avec Monique et j'ai entendu des grognements, des plaintifs. Hein. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est les Hollandais, ils sont malades. C'est dans la chambre à côté.
Sobrage nous explique qu'on n'a pas accès à leur chambre, il ne faut pas qu'on aille dans leur chambre parce qu'ils sont fatigués, ils sont malades, il ne faut pas rentrer, il ne faut pas... non. Ça dure, je dirais 2 jours, pas plus, hein. Oui, pas plus. Et 2 jours plus tard, ils ne sont plus là. En lieu et place des Hollandais, Dominique Renaulot découvre des éléments inquiétants. Comme si Charles Sobrage voulait le prendre à témoin. Je rentre le matin et sur le réfrigérateur, il y a un tuyau à gaz qui est là. Bizarre. J'approche le tuyau à gaz, il sent l'essence. Et je fais la remarque et Sobrage me dit « Non, laisse ça, c'est pour jeter. » Bon. Sur le fauteuil ou sur le canapé, moi je sais pas si c'est le fauteuil d'ailleurs, il y a le pantalon de Sobrage qui est étendu, couvert de boue. Ce qui n'arrive jamais. Et là, il fait attention que je vois bien son pantalon. Ok, une fois que je l'ai vu, il me dit bon, mais ça, il va falloir qu'on le fasse nettoyer. Bon, ça perturbait. Bon, c'est bizarre quand même. Bon. Et je demande où sont les Hollandais. Ah oui, ils sont partis. Ils sont partis. Vous vous méfiez moins? Oui, absolument. Tu sais, j'avais 22 ans. Hein. On est naïf? Ouais. Naïf. On ne peut pas imaginer des choses qui sont inimaginables. Et pourtant, quelques semaines plus tard, Dominique Renaulot croit voir sa dernière heure arriver, quand Charles Sobrage, alias Alain Gauthier, le convoque. À minuit, ça frappe à la porte et c'est Adjé. Il dit, je suis Adjé. On ouvre. Il dit, il y a Alain qui veut vous voir. Maintenant, oui. Alors, sur un ton, Adjé, de toute façon, on n'a pas trop le choix, quoi. Avec Adjé, c'est ça où tu t'en prends une, là. La mise en scène est soignée. Dans le hall de l'entrée, il fait très, très sombre. Il a mis une petite table avec une bougie, avec une paire de menottes, avec un couteau. Puis il est assis, là. Et il me dit, assis-toi. Ouais, je m'assois, sauf que Adjé se met derrière. Et ça, par contre, c'est compliqué. Il me dit, bon, ben Dominique, écoute, on va discuter parce que si je te laisse rentrer en France, si tu rentres en France, tu vas raconter là-bas à tout le monde ce qui se passe ici. Et ça, je peux pas te laisser faire, quoi. Je dis, ben, écoute, non, j'en ai rien à foutre. Mais ce que tu fais là, c'est sans problème. Moi, je rentre en France. Ce que je veux, c'est rentrer en France et je t'oublie. Je parle pas de toi, je t'oublie. Ah, mais Dominique, je peux pas te croire. Je te crois pas. Non, pour moi, t'étais un ami et je peux pas te laisser partir. Je t'assure, ça m'est égal, quoi. Ce que tu fais là, non, moi, je veux rentrer, c'est tout. Non, écoute, Dominique, non, je te laisse repartir. Tu peux redescendre. Boum. Condamné à rester dans les griffes de cet homme, qui lui a confisqué son passeport et tout son argent, Dominique Renaulot est désemparé. La seule différence entre des gens qui sont pris en otage et qui sont renfermés, c'est que nous, on n'est pas renfermés. On peut sortir la journée. C'est la seule différence. Mais autrement, le résultat est le même. Mais comme on n'a pas d'argent et pas de passeport, et qu'est-ce qu'on peut faire? Avec Dominique, un autre Français est à ce moment-là retenu lui aussi dans l'appartement de Canid House. Il s'appelle Yannick et il va faire des révélations terrifiantes à Dominique et Nadine sur la vraie nature de Charles Sobrage. Yannick nous a tout raconté. Parce qu'il crevait de peur. Il voulait partir, il voulait rentrer en France, absolument. Parce qu'il, lui, savait ce qui se passait. Donc voilà, cette soirée-là, Yannick nous a sorti le journal avec les corps des Hollandais brûlés, retrouvés du côté d'Ayutthaya. Et il nous dit, c'est les 2 Hollandais que tu as vus il y a quelques jours, à l'appartement. Je suis très choqué. Qui a tué ce jeune couple? Selon Yannick, c'est Charles Sobrage, alias Alain Gauthier, et Adjé, son homme de confiance, qui était à la manœuvre. Il est catégorique car lui-même raconte avoir aidé à porter les 2 Hollandais qui lui semblaient alors inconscients. Et Yannick nous explique que
Sobrage et Adjé m'ont obligé à descendre le couple d'Hollandais, parce qu'à tous les deux, ils ne pouvaient pas y arriver, compte tenu que le Hollandais était complètement... c'était des costauds en plus, donc c'était compliqué. Et à les mettre dans la voiture, mais après, il a remonté. Hein. Yannick affirme que son rôle s'est arrêté là et qu'il n'a pas participé au meurtre des 2 Hollandais. Et selon lui, ce ne sont pas les seules victimes. Et puis il me parle aussi du Turc, Vitaly Hakim, que j'avais bien rencontré. Et d'une Française aussi, que je n'ai pas vue moi-même, et Dominique l'a vue, qui s'appelait Stéphane Paris, qui cherchait le Turc. Et il nous sort un autre journal avec la photo de cette Française, retrouvée noyée à Pattaya. Tout ça mis sur le compte d'Alain. Au moins 4 victimes. 4 morts révélés ce soir-là. Nadine et Dominique ouvrent ensuite le coffre-fort de Charles Sobrage, profitant de son absence. Donc là, il y en a une pile de passeports. Donc on regarde quand même les passeports et tout. Ben, c'est que des gens qu'on a connus, hein, qu'on a vus. J'ai eu l'impression que l'immeuble me tombait sur la tête. C'était un gros choc. Aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, Charles Sobrage affirme ne se souvenir de rien, ni de personne. De ces personnes, je ne me rappelle pas. Peut-être qu'ils sont venus pour acheter des pierres ou quoi que ce soit, mais je ne peux pas me rappeler tout le monde. J'avais au moins 20, 30 ou parfois 40 clients ou clientes par jour. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes qui sont venues chez moi. On peut les voir, mais cela ne veut pas dire que j'ai commis leur meurtre. Je ne suis pas un serial killer, je n'ai tué personne. Après le choc, après avoir vu le gouffre s'ouvrir sous leurs pieds, Dominique et Yannick décident de passer à l'action. Car le compte à rebours est lancé. Charles Sobrage, en voyage à l'étranger, peut rentrer à tout moment. Le plus pressé, c'était d'aider ces 2 gars à partir en France, quoi. Alors, ils n'avaient pas d'argent, donc mon mari est allé leur chercher des billets d'avion. Des billets d'avion, c'est la première étape. Mais le problème, c'est que le visa de Dominique Renolo est expiré. J'ai pas de visa. Je peux pas sortir sans visa. Et pour reconstituer des papiers valables, Dominique et Nadine appliquent à leur tour la même recette que Charles Sobrage. Ils utilisent le passeport de l'une des personnes retrouvées mortes. C'est le passeport de Stéphanie Paris, qui elle a un visa puisqu'elle est rentrée le 7 décembre en Thaïlande. Donc elle a un visa de 3 mois, je peux sortir, il n'y a pas de problème. Les pages du passeport de cette Française vont être ajoutées à celui de Dominique. Moi, j'ai pas la main spécialement pour ça, donc avec Nadine, on l'a recousu, enfin d'abord décousu, puis recousu, puis recollé, et c'est artisanal. Toutes ces pages-là, c'est ces pages à elle, ça. Hein. Barcelone, Pakistan, Danemark... Et puis ils sont partis le lendemain. Ils sont partis à l'aéroport. Leur vol était à minuit ou je ne sais quoi. Ils se sont cachés dans les toilettes pendant toute la journée, de peur que l'autre arrive, puisqu'ils se croisent dans l'aéroport. Restent les formalités administratives, à la douane, que Dominique Renolo redoute plus que tout. J'arrive à l'officier pour contrôler mon passeport. Il le regarde, il éclate de rire, donc j'attends. Je ne sais pas combien de temps, mais j'attends. Quand tout d'un coup, il prend son tampon, bam! Il me le rend avec un sourire que je n'oublierai jamais, go back to France. Je suis par contre intimement persuadé que si j'étais resté là-bas, à un moment donné, il m'aurait tué quand même. Bon, au final. Charles Sobrage revient à Bangkok avec sa compagne Marie-André. Après quelques jours
jours d'absence, il s'inquiète de la disparition de Dominique et Yannick. Et met Nadine sous pression maximale. Et je me suis retrouvée dans la cabine d'ascenseur. Tous les trois, c'était tout petit. Et qui n'arrêtait pas de me dire, mais où sont Dominique et Yannick? Où sont Dominique et Yannick? Où sont Dominique et Yannick? On avait monté une histoire avec mon mari. Que, écoute, on était partis en vacances et quand on est rentré, ils partaient à l'aéroport, ils allaient te rejoindre à Hong Kong. Voilà ce qu'on lui a dit. Et il a répondu quoi? Il n'a pas arrêté de me demander où sont Yannick et Dominique. Et il vous a pas dit ils n'ont pas de passeport? Non, vous ne pouvez pas me le dire. Après le départ de Dominique, Nadine, elle, veut alors tout faire pour que Charles Sobhraj mette un terme à ses agissements criminels. C'est sa rencontre avec Herman Kippenberg, diplomate à l'ambassade des Pays-Bas à Bangkok, et sa femme Angela, qui va tout accélérer. Car tous deux enquêtent de leur côté sur la disparition du fameux couple de Hollandais, Cornelia et Henricus. Leur famille s'inquiète. Il y avait une lettre de la famille des Néerlandais qui avait disparu. Ils ont dit, ils faisaient le tour, les hippies, n'importe où. Ils étaient en Inde, en Népal, etc., etc. Et au Hong Kong, ils avaient rencontré quelqu'un qui était un Français, qui va vendre des pierres précieuses. Et c'est comme ça que ça a commencé, parce que c'était Herman qui a vraiment cherché qu'est-ce qui s'est passé avec les deux Hollandais qui ont disparu. Ayant découvert à la une des journaux que le couple avait été tué en Thaïlande, Angela et son mari Herman demandent à Nadine d'enquêter sur Charles Sobhraj. La Française accumule alors des éléments pour tenter de confondre son voisin de Canite House. J'ai fait des photos derrière ma fenêtre. J'ai essayé de récolter des renseignements. Je faisais un peu l'espionne, quoi. Est-ce que vous étiez consciente des risques que vous preniez? Ah oui, quand même. Parce que j'allais le voir, c'est un peu comme si on m'apprenait hier, on m'avait appris que vous avez tué votre voisin, puis je viens vous dire bonjour, ça va? T'as pas la recette de la crème au chocolat hein? Bon, c'était ça. Il fallait que je fasse des grimaces et que je mente toute la journée. Tout venait, en effet, de Nadine à l'époque. Elle avait beaucoup de courage, parce que je crois qu'elle était convaincue qu'il faut l'arrêter. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose qu'on arrête. Et elle ne pouvait pas le faire, donc elle est tombée sur nous. Et nous étions absolument d'accord qu'il fallait faire quelque chose pour faire une investigation. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Alors que Charles Sobhraj est reparti pour quelques jours à l'étranger, Nadine en profite pour fouiller à nouveau chez lui. J'étais montée dans l'appartement. Et j'ai retrouvé des affaires des Hollandais, dont leur journal de bord, leur journal de voyage. J'ai vu des cartes postales écrites et pas envoyées. Un porte-monnaie, plein de monnaie hollandaise. Les pilules contraceptives de la fille. Et puis ce journal. Alors je me suis dit, je vais prendre ça. Ce sera une preuve que je ne raconte pas du vent, quoi. À un certain moment, on avait toutes ces preuves et on les a données à la police pour dire, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a une connexion, donc il faut vraiment rechercher. Mais dans un premier temps, la police thaïlandaise ne bouge pas. C'est Philippe Hannequin, l'une des victimes de Charles Sobhraj, qui va contraindre les autorités à réagir. Encore sous le choc de son intoxication, il rencontre à Bangkok l'un de ses amis, un diplomate belge, lui aussi, sur la piste de ce Français. Et il me dit, tu as eu affaire à un criminel qui s'échappe et qui nous file entre les doigts, et la police thaïlandaise se désintéresse pour intervenir et éventuellement mettre la main dessus. Il m'a dit donc, tu serais, à mes yeux, un témoin clé pour déposer une plainte pour tentative de meurtre sur ta personne à la police générale de Bangkok.
Après avoir pris connaissance du dossier et des photos des victimes, Philippe Hannequin saute le pas. Dès l'instant que j'ai fait le dépôt de plainte, l'activité policière s'est mise en branle et donc il y a eu des instructions qui ont été données pour cibler et intervenir au Canitaos pour donc interpeller Alain Gauthier. Interpellé chez lui avec sa compagne, le Français est amené au commissariat central de Bangkok pour être interrogé par les autorités. Alain Gauthier arrive dans les bureaux de la police en compagnie de Monique Leclerc. Il est à 15 mètres, hein, il est à 10-15 mètres, on l'entend ses pas dans les couloirs. Confronté aux policiers, Charles Sobrage, dit Alain Gauthier, va alors se faire passer pour une troisième personne dont il détient le passeport qu'il a falsifié. Moi, en ce temps-là, j'avais un passeport américain au nom de David Alain Gore. Parce qu'il voulait Alain Gauthier, je dis, il n'est pas là. Et moi, je suis américain, je suis Gore. Je suis un ami de Alain Gauthier. Ils ont pris mon passeport, ils l'ont examiné et tout, et on discute pendant presque 1 heure, ensemble. Et après, ils disent, il est clair, vous pouvez le laisser partir. Selon Charles Sobrage, le chef de la police thaïlandaise l'a ensuite pris à part pour lui faire des confidences. Et alors là, il me dit, écoutez, on a un problème. Il y a des gens qui vous accusent de certaines choses. Il ne me dit pas de quoi. Je dis, ah bon? Alors je lui demande, c'est les Thaïs ou les étrangers? Il me dit, c'est les étrangers. Et il ne me dit pas spécifiquement qui. Et alors, il me dit, comment dirais-je, cela serait mieux que vous quittez la Thaïlande pour quelques mois. Et après 3 mois, 6 mois, vous pourrez revenir. Et sur son conseil, c'est ce que j'ai fait. A-t-il payé la police thaïlandaise pour rester libre? Lui s'en défend, mais le mystère reste entier. En tout cas, Charles Sobrage est relâché et prend la fuite. Sauf qu'il ne va pas s'arrêter là. Pour ses desseins criminels, le serpent va maintenant passer à une toute autre échelle.